Ma mère est partie en Europe pendant un mois et m'a laissé avec $20 quand j'avais 11 ans. Je m'appelle Ava. J'ai 11 ans et je vis dans une grande maison de banlieue aux États-Unis. Ma mère ne s'est pas retournée lorsqu'elle a franchi la porte. Elle se tenait dans l'entrée, sa valise de luxe dans une main et un billet de $20 froissé dans l'autre. J'étais là, en chaussettes, à seulement 11 ans, attendant un câlin qui n'est jamais venu. À la place, elle a pressé le billet dans ma paume. « Tu es indépendante maintenant, Ava ?» a-t-elle dit. Elle m'a souri, un sourire éclatant et faux, comme si elle me remettait un prix au lieu de m'abandonner seule pendant un mois entier. Elle a regardé sa montre, a ajusté ses lunettes de soleil et s'est détournée. Puis elle a ouvert la porte et est sortie sous le soleil. La lourde porte d'entrée s'est refermée avec un clic. Ce clic a été le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu. Il a résonné dans le couloir de notre grande maison vide. J'ai regardé le billet dans ma main. $20. C'était tout. C'était ce qu'elle pensait que je valais. Le silence m'a enveloppé instantanément. Ce n'était pas un silence paisible. C'était terrifiant. Je ne le savais pas encore, debout dans ce calme, mais ce billet de $20 allait tout lui coûter. Elle pensait laisser un enfant qui garderait le silence. Elle se trompait. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous, laissez un commentaire. D'où regardez-vous? Je m'appelle Ava. J'ai 11 ans. Le verrou de la porte d'entrée a cliqué. C'était un son lourd et définitif. Je suis resté longtemps dans le couloir, les yeux fixés sur les veines de bois de la porte. J'attendais qu'elle s'ouvre à nouveau. J'attendais que ma mère revienne en courant, en riant, et dise « Oh, Ava, j'ai oublié mes clés. » Ou « Je ne peux pas croire que j'ai failli te laisser. » Mais la porte est restée fermée. J'ai regardé le billet de $20 dans ma main. Il était vieux et usé. Les coins étaient cornés. Je les lissais contre mon jean. $20? C'était censé me faire un mois. Non, avait-elle dit. Il y avait une carte d'urgence. Tu es indépendante maintenant, avait-elle dit. Je suis allé dans le salon. Il était immense. Mes parents aimaient les grands espaces ouverts. Ils aimaient les meubles blancs et les tables en verre. Ils n'aimaient pas le désordre. D'habitude, je me sentais moi-même comme du désordre. J'essayais toujours de me faire toute petite dans cette maison, de me glisser dans les coins pour ne pas gâcher le paysage. Maintenant, j'étais la seule chose dans la pièce. Je me suis assise sur le canapé blanc. Je n'avais pas le droit de m'y asseoir d'ordinaire, pas sans une couverture en dessous. Je me suis assise en plein milieu. J'attendais de me sentir puissante. J'attendais de me sentir indépendante. Au lieu de cela, je me sentais juste minuscule. Les premières heures n'ont pas été trop dures. C'était comme un jeu. J'ai allumé la grande télévision. J'ai regardé des dessins animés que mon père qualifiait d'habitude d'abrutissants. Je me suis promené en chaussettes, glissant sur le parquet. Je faisais semblant d'être une reine dans un château, mais les châteaux ont des serviteurs et des festins. Vers 18 heures, le soleil a commencé à se coucher. Les ombres dans le salon sont devenues longues et fines. On aurait dit des doigts s'étirant sur le sol. Mon ventre a émis un bruit. Un grondement sourd. D'accord, ai-je dit à voix haute. Ma voix sonnait bizarrement dans la pièce vide. Elle ricochait sur les murs. C'est l'heure du dîner. Je suis allé dans la cuisine. La cuisine était impeccable. Ma mère ne cuisinait pas. Elle disait que la cuisine faisait sentir la graisse dans la maison. D'habitude, nous commandions à manger, ou ils allaient dans des restaurants chics et me rapportaient une boîte de restes. J'ai ouvert le réfrigérateur. Une lumière vive m'a frappé le visage. L'air qui en est sorti était froid et ne sentait rien. Les étagères en verre étaient propres. Il y avait une bouteille de vin blanc, un bocal d'olive, un pot de moutarde artisanale, un sachet d'épinards qui semblait gluant au fond, et une brique de lait d'amande qui m'a semblé bien légère quand je l'ai prise. C'était tout. J'ai refermé le réfrigérateur. Ça va, ai-je chuchoté. La carte d'urgence. Ma mère avait laissé une carte Visa sur le comptoir. C'était une carte prépayée qu'elle s'était procurée à la banque. Elle m'avait dit que c'était pour les urgences et les produits de première nécessité. Je l'ai ramassée.
Elle semblait plastique et froide. J'ai décidé de commander une grande pizza pepperoni avec supplément fromage. Rien qu'y penser me faisait saliver. J'ai saisi le téléphone fixe. J'ai composé le numéro de la pizzeria au bout de la rue. Pizza de Tony, à emporter ou en livraison, a demandé un homme. Livraison, ai-je dit. J'ai essayé de rendre ma voix plus grave, comme celle d'un adulte. Je voudrais une grande pepperoni. L'adresse? Je lui ai donné mon adresse. Ça fera 22,50. Espèce ou carte? Carte, ai-je dit avec assurance. Je lui ai lu les numéros au recto de la carte. J'ai lu la date d'expiration. J'ai lu les 3 petits chiffres au verso. Il y a eu un silence au bout du fil. J'ai entendu le bruit de ses doigts tapant sur un clavier. Je suis désolé, mademoiselle. La carte est refusée. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Elle n'est pas passée, ça dit non activé ou invalide. Vous voulez en essayer une autre? Je n'en ai pas d'autre. Vous avez des espèces? J'ai regardé le billet de 20 $ sur la table. La pizza coûtait 22,50 plus le pourboire. Non, ai-je chuchoté. Désolé, gamine. Rappelle quand tu auras l'argent. La ligne s'est coupée. Je suis resté là, le téléphone à la main. La tonalité bourdonnait à mon oreille comme un insecte en colère. Non activé. Elle n'avait pas activé la carte. Elle avait franchi la porte, s'était envolée pour l'Europe et m'avait laissé avec un morceau de plastique inutile. Avait-elle oublié, ou ne s'en souciait-elle tout simplement pas assez pour vérifier? J'ai reposé le téléphone. La faim dans mon ventre n'était plus un jeu. C'était une douleur vive. J'ai regardé les 20 $. Je ne pouvais pas tout dépenser pour une seule pizza. J'avais 30 jours devant moi. Cela faisait moins d'1 $ par jour. Je suis allé au garde-manger. C'était un placard haut et étroit. J'ai ouvert la porte. Mes parents ne mangeaient pas de glucides. Il n'y avait pas de boîte de macaroni au fromage. Pas de paquet de chips. Pas de biscuits. Sur l'étagère du bas, j'ai trouvé une miche de pain complet. C'était le genre avec des graines que je détestais. J'ai vérifié la date. Elle était encore bonne pour une semaine. À côté se trouvait une boîte de céréales riche en fibres. On aurait dit des copeaux de carton. D'accord, ai-je dit. Je peux le faire. J'ai pris 2 tranches de pain. Je ne les ai pas fait griller parce que j'avais peur d'utiliser le grille-pain. Et si j'incendiais la maison? Maman avait dit que je n'avais pas le droit d'utiliser les appareils électroménagers, alors j'ai mangé le pain froid. Il était sec et me grattait la gorge. J'ai bu un verre d'eau du robinet pour faire passer le tout. Cette nuit-là, la maison a changé. Pendant la journée, la maison était juste grande. La nuit, elle était vivante. Je suis monté dans ma chambre. J'ai verrouillé ma porte. Je n'avais jamais verrouillé ma porte auparavant. Mon père n'aimait pas les portes verrouillées. Il disait que les secrets étaient pour les menteurs, mais papa n'était pas là. Je me suis glissé dans mon lit et j'ai remonté les couvertures jusqu'au menton. Le silence n'était plus silencieux. J'entendais le ronronnement du réfrigérateur en bas. J'entendais le vent frapper les fenêtres. J'entendais la maison travailler, le bois craquer comme des bruits de pas. Craquement, pas, craquement. J'ai serré les yeux très fort. Tu es indépendante, me suis-je dit. Tout va bien. Tout va bien. Je me suis endormi en serrant mon oreiller, en imaginant que c'était une personne qui tenait à moi. Le lendemain matin, 2e jour, je me suis réveillé et pendant une seconde, j'ai oublié. Je suis resté allongé dans mon lit, attendant d'entendre les talons de ma mère claquer sur le sol. J'attendais d'entendre la machine à café. Puis je me suis souvenu. Le silence est revenu en force. Je me suis habillé pour l'école. J'ai mis mon t-shirt bleu préféré. Je me suis brossé les cheveux. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air normal. C'était la partie la plus étrange. J'avais l'air d'une fille qui avait des parents. J'avais l'air d'une fille qui avait pris un petit déjeuner. Je suis allé à la cuisine. J'ai mangé une poignée de céréales sèches. Elles avaient le goût de la poussière.
J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. J'ai vu Madame Johnson, hors voisine, qui arrosait ses fleurs. Elle m'a fait un signe de la main. « Bonjour, Ava. Tes parents sont partis en voyage » a-t-elle crié. Je me suis figé. Ma mère m'avait dit de ne dire à personne que j'étais seul. Elle disait que les gens réagiraient de manière disproportionnée et créeraient des problèmes. Elle disait que c'était nos affaires. Oui, ai-je répondu en criant. J'ai forcé un sourire. Mes joues me faisaient mal. Ma tante reste avec moi. Elle est à l'intérieur. Madame Johnson a opiné du chef. C'est bien. Passe une bonne journée à l'école. Je suis monté dans le bus. Je me sentais comme un espion. J'avais l'impression de transporter une bombe dans mon sac à dos, mais la bombe n'était qu'un secret. Au déjeuner, je me suis assise avec mes amies. Elles avaient des sandwichs coupés en triangles. Elles avaient des pommes et des briques de jus. Je n'avais rien. Où est ton déjeuner, Ava, m'a demandé mon amie Maya. Je l'ai oublié, ai-je menti. Ma tante a préparé un énorme petit déjeuner. Des pancakes, des œufs. Je suis tellement pleine que je pourrais exploser. Quelle chance, a dit Maya. Elle a mordu dans son sandwich au jambon. Je l'ai regardé manger. Je l'ai regardé mâcher. Ma bouche s'est remplie de salive. J'ai dû détourner le regard. J'ai bu de l'eau à la fontaine jusqu'à ce que mon ventre me paraisse lourd et plein, mais c'était une fausse sensation de satiété. Cela n'arrêtait pas le tremblement de mes mains. Quand je suis rentré à la maison cet après-midi-là, la maison m'a semblé encore plus grande. Le soleil était chaud, mais l'intérieur de la maison était froid. La climatisation était réglée sur 20 degrés Celsius, 68 degrés Fahrenheit. Je ne savais pas comment la changer. Je suis retourné au garde-manger. J'ai compté les tranches de pain. Il restait 14 tranches. Si je mangeais 2 tranches par jour, cela faisait 7 jours. 7 jours. Maman était partie pour 30 jours. J'ai fait le calcul dans ma tête. Je n'étais pas doué en mathématiques, mais je savais que cette équation ne fonctionnait pas. J'ai pris une tranche de pain. Je l'ai déchirée en minuscules morceaux. Je les ai mangés lentement, un par un, en essayant de faire durer. J'ai pensé à appeler ma grand-mère, mais ma grand-mère vivait en Floride et prenait toujours le parti de maman. Si je l'appelais pour lui dire que j'avais faim, elle appellerait maman. Maman se fâcherait. Maman dirait que je faisais du mélodrame. Maman dirait que je ne parvenais pas à être indépendante. Je ne pouvais pas échouer. Si j'échouais, ils auraient raison sur mon compte. Ils disaient toujours que j'étais trop dépendante et trop sensible. Je devais prouver que j'étais forte. Alors, j'ai mangé ma tranche de pain. J'ai bu mon eau. Et j'ai attendu que le soleil se couche à nouveau. Au 5e jour, les vertiges ont commencé. Ce n'était pas un vertige où tout tourne. C'était une sensation de légèreté, comme si je flottais. Quand je me levais du canapé, la pièce penchait vers la gauche. Des taches noires dansaient devant mes yeux comme de petites mouches. Je devais m'agripper au mur pour ne pas tomber. Je rationnais le pain. Une tranche le matin, une tranche le soir. Les céréales étaient finies. Je les avais mangées sèches, poignée par poignée, jusqu'à ce que je renverse la boîte pour récupérer la poussière tout au fond. J'avais toujours froid. Même quand je sortais au soleil, j'avais froid. Mes doigts semblaient livides. Mes ongles étaient bleus. Je me suis assise à la table de la cuisine. Le silence dans la maison était lourd maintenant. Il me pressait les oreilles. C'était comme si la maison retenait son souffle, attendant que je m'efface. J'ai regardé la pile de courriers sur le comptoir. C'était surtout des catalogues et des factures pour mon père, mais sous un magazine, j'ai vu un carnet. C'était un carnet Moleskine noir. Mon père les utilisait pour le travail. Celui-ci était neuf. Il était impeccable et propre. J'ai pris un stylo dans le tiroir. J'ai ouvert le carnet à la première page. Le papier était lisse. Je ne savais pas pourquoi je faisais cela. Peut-être voulais-je prouver que j'existais. Peut-être voulais-je m'assurer que je n'imaginais pas tout cela. J'ai écrit en grosses lettres d'imprimerie en haut de la page, preuve. En dessous, j'ai écrit la date.
Jour 5. Petit déjeuner. Une tranche de pain. Au déjeuner. Au dîner. Rien pour l'instant. Sensation de fatigue. J'ai mal à la tête derrière les yeux. Localisation de maman et papa. L'Europe. Quelque part avec du vin. Écrire cela m'a rendue un peu plus forte. C'était comme sortir le secret de mon corps pour le déposer sur le papier. J'ai regardé mon téléphone. C'était un vieil iPhone que mon père m'avait donné lorsqu'il avait changé de modèle. L'écran était fissuré. J'ai ouvert l'application appareil photo. Je suis passé en mode vidéo. J'ai vu mon visage sur l'écran. J'avais une mine affreuse. Ma peau était grise. J'avais des cernes sombres sous les yeux, comme des ecchymoses. Mes cheveux étaient en bataille parce que me brosser les cheveux correctement me demandait trop d'énergie. J'ai appuyé sur le bouton rouge. Salut, ai-je chuchoté. Je me suis raclé la gorge. Ma voix était enrouée parce que je n'avais parlé à personne depuis 2 jours. Salut, je m'appelle Ava. J'ai regardé l'objectif de l'appareil photo. C'est le 5e jour. Je suis toujours seul. S'il m'arrive quelque chose, ou si vous regardez ceci, cela signifie que quelqu'un a enfin demandé ce qui s'était passé. J'ai pris une inspiration. Ma poitrine a émis un sifflement. La carte de crédit n'a pas fonctionné. Maman, si tu vois ça, la carte n'a pas fonctionné. Tu ne l'as pas activée. J'ai essayé d'acheter de la pizza. J'ai essayé d'acheter du lait. L'homme a dit qu'elle était refusée. Je me suis senti si bête. Je me suis senti comme une criminelle. Des larmes m'ont piqué les yeux. Je les ai chassées d'un battement de cils. Je n'allais pas pleurer sur la vidéo. Pleurer était pour les bébés. J'étais indépendante. Il ne reste presque plus de nourriture. Le pain commence à durcir. Il y a des taches vertes sur la croûte maintenant. Je les ai retirées. J'ai vraiment faim. Mon ventre me fait mal tout le temps, mais maintenant c'est une douleur sourde. C'est comme un trou à l'intérieur de moi qui s'agrandit. J'ai fait une pause. J'ai entendu une voiture passer dehors. Cela semblait normal. Les gens allaient au travail. Les gens allaient à l'épicerie. Le monde était normal, mais mon monde s'effondrait. Je voulais juste que vous sachiez, ai-je dit à la caméra. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé d'être sage, mais je ne pense pas pouvoir faire ça pendant 1 mois. J'ai peur. J'ai arrêté l'enregistrement. Je l'ai sauvegardé. Je ne l'ai envoyé à personne. Je l'ai simplement gardé là, à côté des photos de mon chat et de mes dessins. Mon téléphone a vibré. Cela m'a fait si peur que j'ai failli le faire tomber. C'était un texto de Maya. Maya, salut, tu viens au cinéma ce soir? Ma mère peut passer te prendre. J'ai fixé l'écran. Un film, du popcorn, du soda, des rires. Cela semblait venir d'une autre planète. Je voulais ta paire, oui, s'il te plaît, viens me chercher. Je meurs de faim. Mes parents m'ont laissé seul, aide-moi. Mon pouce flottait au-dessus des touches, mais j'ai alors entendu la voix de ma mère dans ma tête, ne sois pas un fardeau, Ava. Ne lave pas notre linge sale en public. Personne n'aime les géniards. La honte m'a submergé. Elle était chaude et collante. Si je le disais à la mère de Maya, tout le monde le saurait. L'école le saurait. Mes parents auraient des ennuis. Et quand ils reviendraient, ils s'en prendraient à moi. Ils diraient que j'avais gâché leur voyage. Ils diraient que j'étais faible. Je ne pouvais pas supporter leur colère. Leur colère était pire que la faim. J'ai tapé, je ne peux pas. Ma tante m'emmène dans un restaurant chic ce soir. On s'amuse trop. J'ai ajouté un emoji de visage souriant. Le visage jaune semblait se moquer de moi. J'ai envoyé le message. Maya, oh, super. À lundi alors. J'ai posé le téléphone. Un restaurant chic. J'ai ri. C'était un rire sec et saccadé. Je suis allé à la cuisine. J'ai ouvert le sac de pain. Il restait 3 tranches. J'en ai pris une. Je l'ai mangée à petites bouchées, en mâchant chaque bouchée 20 fois.
Cette nuit-là, je me suis réveillé parce que j'ai entendu un bruit. Ce n'était pas la maison qui travaillait. C'était un coup à la porte. Je me suis redressé dans mon lit. Mon cœur tambourinait contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. Toc. 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 Cela venait de la porte d'entrée. J'ai regardé l'horloge. Il était 20 heures. Qui viendrait à 20 heures? Un voleur? Un meurtrier? Ou maman? Peut-être était-elle revenue. Peut-être s'était-elle souvenue de la carte. Peut-être s'en voulait-elle. Je suis sorti du lit. Le sol tanguait. Je me suis agrippé à la commode. Je suis allé dans le couloir. Je suis descendu à pas de loup. Je suis resté près du mur pour que les lattes du plancher ne grincent pas. Je suis arrivé à la porte d'entrée. Je me suis hissé sur la pointe des pieds pour regarder par le Judas. Ce n'était pas maman. C'était un homme. Il portait une veste. Il tenait un porte-bloc. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai retenu mon souffle. Il a frappé à nouveau. Ava. Ava, tu es là. J'ai reconnu la voix. Ce n'était pas un inconnu. C'était Monsieur Hugues, le conseiller d'orientation de l'école. Pourquoi était-il là? J'avais manqué 2 jours d'école. J'avais été trop faible et prise de vertige pour marcher jusqu'à l'arrêt de bus. Je pensais que personne ne le remarquerait. J'étais l'enfant discrète au fond de la classe. Les enfants discrets disparaissent facilement. Évidemment, il avait remarqué. Ava, a-t-il appelé. J'ai vu de la lumière allumée à l'étage. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. J'ai appuyé mon front contre le bois froid de la porte. Si j'ouvrais, le secret était révélé. Si j'ouvrais, j'échouais. Mais mon ventre s'est contracté douloureusement. Une douleur vive et tordante. Je ne veux pas mourir, ai-je pensé. La pensée a été soudaine et claire. Je ne veux pas être indépendante si cela signifie mourir. Ma main s'est tendue vers le verrou. Le pêne dormant était lourd. J'ai dû utiliser mes 2 mains pour le tourner. Il a fait un bruit sourd. J'ai tourné la poignée et j'ai ouvert la porte d'un entrebâillement. La chaîne de sécurité était encore en place. J'ai jeté un coup d'œil par la fente d'un œil. Monsieur Hugues se tenait sur le porche. Il avait l'air gentil. Il avait un visage rond et des lunettes qui glissaient sur son nez. Il avait l'air inquiet. Ava, a-t-il dit doucement. Il s'est penché un peu pour me regarder. Bonjour. Bonjour, ai-je chuchoté. Je ne t'ai pas vu à l'école depuis mercredi, a-t-il dit. J'ai essayé d'appeler tes parents, mais les numéros sont tombés directement sur la messagerie vocale. Est-ce que ta tante est à la maison? Je me suis figé. Mon mensonge. La tante. Elle dort, ai-je dit. C'était un mensonge fragile. Ma voix tremblait. Monsieur Hugues a froncé les sourcils. Il m'a regardé attentivement à travers l'entrebâillement de la porte. Ava, tu es très pâle. Est-ce que tu te sens bien? Je vais bien, ai-je dit machinalement. J'ai juste la grippe. Peux-tu réveiller ta tante? J'ai juste besoin de parler à un adulte pour m'assurer que tout va bien pour toi. C'est le règlement de l'école. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas réveiller quelqu'un qui n'existait pas. Monsieur Hugues s'est redressé. Il a inspecté le porche du regard. Et a vu la pile de journaux qui s'étaient accumulés sur le paillasson parce que j'avais oublié de les rentrer. Il a vu que la lumière du porche n'était pas allumée. Ava, a-t-il dit d'une voix plus ferme à présent. Y a-t-il un adulte dans la maison avec toi en ce moment? Je l'ai regardé. J'ai regardé ses yeux. Ils n'étaient pas en colère. Ils étaient effrayés. Il avait peur pour moi. J'ai éclaté en sanglots. Je ne l'ai pas fait exprès. Les larmes ont jailli, chaudes et rapides. No, ai-je articulé avec peine. Le visage de Monsieur Hugues a changé. L'expression polie du conseiller a disparu. Il avait l'air en alerte. D'accord, a-t-il dit calmement. D'accord, Ava, peux-tu retirer la chaîne? J'ai besoin que tu ouvres la porte.
Mes mains tremblaient tellement que j'ai lutté avec la chaîne, je n'arrivais pas à sortir le bout métallique de la fente. Prends ton temps, a-t-il dit doucement. Respire, tout simplement. J'ai réussi à la libérer. La chaîne a cliqueté contre la porte. J'ai tiré la porte pour l'ouvrir. Monsieur Hugues est entré. Il n'a pas demandé la permission. Il est entré et a refermé la porte derrière lui pour bloquer l'air froid. Emma regardait. Vraiment regardait. Je portais mon t-shirt trop grand et un pantalon de jogging. Mes vêtements flottaient sur moi. Je ne m'étais pas douché depuis 3 jours. Où sont tes parents, Ava, a-t-il demandé. En Europe, ai-je dit en regardant le sol. Ils sont partis en Europe. En Europe? Il a semblé sous le choc. Quand? Il y a 5 jours. Et tu es resté ici seul? J'ai hoché la tête. Ils m'ont laissé 20 $ et une carte, mais la carte ne marche pas. Monsieur Hugues a laissé échapper un soupir qui ressemblait à un sifflement. Il a regardé autour de lui le grand hall vide. Il a regardé le lustre luxueux. Puis il m'a regardé à nouveau, moi, la fille frissonnante au milieu de tout cela. D'accord, viens avec moi. Il s'est dirigé vers la cuisine. Je l'ai suivi. J'avais l'impression d'avoir fait une bêtise. J'avais l'impression d'avoir enfreint une règle en le laissant entrer. Il est entré dans la cuisine et a allumé la lumière. La lumière crue du néon rendait tout austère. Il s'est dirigé vers le réfrigérateur et l'a ouvert. Il a vu les étagères vides, le bocal d'olive, les épinards gluants. Il a refermé le réfrigérateur doucement, mais sa main serrait fermement la poignée. Il s'est tourné vers le garde-manger. Il a vu le sachet de pain avec 2 tranches restantes. Il a vu la boîte de céréales vide dans le bac de recyclage. Il s'est retourné et m'a regardé. Son visage était rouge. « Tu n'as pas mangé ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. J'ai eu du pain, me suis-je défendu. Et de l'eau pendant 5 jours. Je suis indépendante, ai-je chuchoté. Maman a dit que je devais être indépendante. Monsieur Hugues s'est agenouillé sur le sol de la cuisine, de manière à être à ma hauteur. Il m'a pris les mains. Ses mains étaient chaudes et sèches. Mes mains étaient comme de la glace. Ava, écoute-moi, a-t-il dit d'un ton intense. Ce n'est pas de l'indépendance. C'est de la négligence. Le mot est resté suspendu dans l'air. Négligence. J'avais entendu ce mot à la télévision. C'était un mot grave. C'était pour les maisons sales et les mauvais parents. Mes parents n'étaient pas mauvais. Ils étaient riches. Ils réussissaient. Non, ai-je dit en retirant mes mains. Ils m'ont juste fait confiance. J'ai tout gâché. Je n'ai pas su faire durer l'argent. Tu avais 20 $, a dit Monsieur Hugues. Personne ne peut faire durer cela. Pas un enfant. Ce n'est pas de ta faute. Il s'est levé et a sorti son téléphone de sa poche. Je vais passer un coup de téléphone, a-t-il dit. Je vais appeler pour demander de l'aide et je vais te commander à manger. Qu'est-ce que tu veux manger? De la pizza, ai-je répondu immédiatement. Pepperoni. Entendu. Il s'est dirigé vers le coin de la cuisine. Je l'ai entendu parler d'une voix basse et rapide. J'ai entendu des mots comme abandon, danger imminent et service de protection de l'enfance. Je me tenais près du comptoir. J'ai touché mon carnet, celui qui portait l'étiquette preuve. J'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Monsieur Hugues ne me regardait pas comme si j'étais en échec. Il regardait la situation. Il était en colère contre le réfrigérateur vide, pas contre la fille affamée. La vérité ne me détruisait pas. La vérité était la seule chose qui me séparait d'une autre nuit de faim. J'ai pris le carnet. Quand Monsieur Hugues a raccroché, je le lui ai tendu. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. « C'est ce qui s'est passé, ai-je dit. Je l'ai écrit. » Il a pris le carnet noir. Il l'a ouvert. Il a lu la note du 5e jour. Il l'a lu 2 fois. Lorsqu'il a levé les yeux, ils étaient embués de larmes. « Tu es une fille très courageuse, Ava, » a-t-il dit. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait. » Pour la première fois en gros 5 jours,
le nœud dans mon ventre s'est desserré un tout petit peu. Je n'étais plus invisible. 20 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Ce n'était pas la police. C'était Madame Johnson de la maison d'à côté. Elle portait son peignoir et ses pantoufles. Ses cheveux étaient dans des bigoudis. Elle avait l'air affolée. « Monsieur Hughes » a-t-elle dit lorsqu'il a ouvert la porte. « J'ai vu votre voiture. Est-ce que tout va bien? Je vous ai vu entrer. » Puis elle m'a vu assise à la table de la cuisine. Monsieur Hughes s'est effacé. Madame Johnson, entrez. Madame Johnson est entrée dans la cuisine. Elle m'a regardé, puis a regardé le comptoir vide, puis Monsieur Hughes. Ava m'a dit que sa tante était ici, a dit Madame Johnson, confuse. Il n'y a pas de tante, a dit Monsieur Hughes d'un ton sombre. Ses parents sont en Europe. Elle est seule depuis 5 jours sans nourriture. Madame Johnson a eu un hoquet de surprise. Sa main a volé vers sa bouche. Oh mon Dieu, Ava, ma chérie. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serré dans ses bras. Elle sentait la lessive à la lavande. Elle était douce et chaude. C'était le câlin que j'avais attendu sur le pas de la porte de 5 jours plus tôt. Je me suis blotti contre elle. J'ai recommencé à pleurer, mais cette fois ce n'était pas de peur. C'était du soulagement. Je ne voulais pas le dire, ai-je sangloté contre son peignoir. Maman a dit de ne rien dire. Chut, chut, a murmuré Madame Johnson en me caressant les cheveux. Ma pauvre puce. Ma pauvre chérie. Oh, je vais les tuer. Je vais les tuer. Sa voix était féroce. Cela m'a surprise. Madame Johnson était une gentille vieille dame qui faisait des biscuits. Je ne savais pas qu'elle pouvait avoir une voix de guerrière. La pizza est arrivée 10 minutes plus tard. Monsieur Hughes l'a payé. J'ai mangé 3 parts si vite que j'ai failli m'étouffer. Madame Johnson m'a forcé à ralentir. Elle m'a versé un verre de lait provenant d'une brique qu'elle était allée chercher en courant dans son propre réfrigérateur. Pendant que je mangeais, une autre voiture s'est garée dans l'allée. C'est l'assistante sociale, a dit Monsieur Hughes en regardant par la fenêtre. Elle s'appelle Madame Ramirez. Elle va nous aider à décider où tu vas passer la nuit. Passer la nuit. J'ai arrêté de mâcher. Je ne peux pas rester ici? Tu ne peux pas rester ici seul, Ava, a dit Monsieur Hughes doucement. C'est interdit par la loi. Madame Ramirez était une femme de grande taille avec un porte-bloc et un appareil photo autour du cou. Elle est entrée dans la cuisine. Elle ne souriait pas, mais elle avait des yeux bienveillants. Bonjour, Ava, a-t-elle dit. Je suis Madame Ramirez. Je travaille pour les services de protection de l'enfance. Elle a regardé Monsieur Hughes. C'est ici que ça se passe. Oui, a-t-il dit. Il lui a tendu mon carnet. Et vous devriez voir le réfrigérateur. Madame Ramirez a lu le carnet. Ses sourcils se sont froncés. Elle a pris son appareil photo et a commencé à prendre des photos. Elle a pris une photo du réfrigérateur vide. Elle a pris une photo du sachet de pain. Elle a pris une photo du billet de 20 $ placé dans un sachet plastique transparent comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction. Elle a pris une photo de la carte de crédit non activée. Clic, clic, clic. Chaque clic résonnait comme un marteau frappant un clou. Elle montait un dossier. Elle construisait un mur autour de moi pour tenir mes parents à distance. C'est un excellent travail de documentation, m'a dit Madame Ramirez. Tu as été très intelligente de noter tout cela, Ava. J'ai fait une vidéo aussi, ai-je dit. Ma voix était plus forte maintenant que mon ventre était plein. Je lui ai montré la vidéo sur mon téléphone. Madame Ramirez l'a regardée. Elle a observé mon visage gris sur l'écran chuchoté que j'avais faim. Peux-tu me l'envoyer, a-t-elle demandé. J'en ai besoin pour le dossier. Je la lui ai envoyé. D'accord, a dit Madame Ramirez. Nous en avons assez. Il s'agit clairement d'un abandon d'enfant et de négligence. Elle s'est tournée vers moi. Ava, as-tu des proches dans la région? Une grand-mère? Une tante? Ma grand-mère est en Floride, ai-je dit. Mais elle va le dire à maman. Madame Ramirez a acquiescé. Nous n'allons pas encore appeler ta grand-mère. Y a-t-il un autre endroit où tu te sens en sécurité?
J'ai regardé Madame Johnson. Elle se tenait toujours à côté de moi, sa main posée sur mon épaule. Je veux aller chez Madame Johnson, ai-je dit. Elle sent la lavande. Madame Johnson a serré mon épaule. Elle peut rester avec moi. J'ai une chambre d'amis. Mon mari et moi avons été agréés comme famille d'accueil il y a des années. Notre licence est peut-être expirée, mais nous pouvons la renouveler. S'il vous plaît, ne l'emmenez pas dans un foyer. Madame Ramirez a regardé Madame Johnson. Puis elle a regardé cette voisine propre et chaleureuse qui était prête à se battre pour moi. Je peux faire un placement d'urgence chez un voisin, a dit Madame Ramirez. Si vous pouvez passer une vérification rapide de vos antécédents dès maintenant. Vérifiez ce que vous voulez, a dit Madame Johnson. Pendant qu'il s'occupait des papiers, Madame Ramirez m'a dit d'aller préparer un sac. Prends des vêtements pour une semaine, a-t-elle dit. Et apporte tout ce qui compte pour toi. Je suis monté dans ma chambre. J'ai emballé mes jeans et mes t-shirts. J'ai pris ma brosse à dents. Puis j'ai regardé autour de ma chambre. Ce ne semblait plus être ma chambre. On aurait dit l'exposition d'un musée consacré à une fille qui était triste autrefois. J'ai attrapé mon ours en peluche. J'ai pris mon sac à dos d'école. Et j'ai pris le carnet étiqueté preuve. Je suis redescendu. La maison était bruyante à présent. Monsieur Hugh parlait au policier qui venait d'arriver pour rédiger un rapport. Madame Ramirez était au téléphone avec sa supérieure. Madame Johnson s'activait pour m'aider à fermer la fermeture éclair de mon manteau. Je n'étais pas invisible. J'étais au centre de tout. Nous avons franchi la porte d'entrée. L'air dehors était frais et vivifiant. J'ai regardé ma maison en arrière. Toutes les lumières étaient allumées. La porte d'entrée était grande ouverte. On aurait dit qu'une fête s'y déroulait, mais c'était une fête pour marquer la fin de ma famille. Madame Johnson m'a pris la main. Viens, ma chérie. J'ai un gâteau au chocolat dans le congélateur qu'on peut faire décongeler. J'ai serré sa main. D'accord, ai-je dit. J'ai descendu l'allée et traversé la pelouse jusqu'à la maison de Madame Johnson. Je ne me suis pas retourné vers la demeure vide. J'étais en sécurité. J'étais nourri. Et pour la première fois de ma vie, les adultes m'écoutaient au lieu d'écouter ma maman. Le silence était rompu. Et c'était moi qui l'avais rompu. La maison de Madame Johnson était différente de la mienne. Elle n'était pas seulement plus petite. Elle semblait plus habitée. Chaque mur portait un cadre. Pas des œuvres d'art coûteuses qui ressemblaient à des éclaboussures de peinture, mais des photos de gens qui souriaient. Il y avait des tapis doux partout. L'air sentait la vanille et le rôti de bœuf, une odeur qui a fait grogner mon ventre bien que je vienne de manger de la pizza. Je me suis assise sur son canapé à fleurs, enveloppé dans une couverture de laine jaune tricotée. Mes mains étaient enfin chaudes. Monsieur Hugh était rentré chez lui auprès de sa propre famille, promettant de prendre de mes nouvelles dès le lundi matin à l'école. Madame Ramirez, l'assistante sociale, avait laissé une carte de visite et un dossier cartonné sur la table. C'était calme, mais d'un bon calme. Un calme rassurant. Puis le téléphone a sonné. Ce n'était pas le téléphone fixe de Madame Johnson. C'était mon téléphone portable posé sur la table basse. L'écran s'est allumé, vibrant contre le bois. Maman. Les lettres sur l'écran apparaissaient comme un avertissement. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Le réconfort de la couverture chaude s'est évaporé. J'avais 11 ans et j'étais terrifié par un appel téléphonique. Madame Johnson était dans la cuisine en train de laver des tasses. Elle s'est essuyé les mains sur un torchon et est entrée dans le salon. Elle a regardé le téléphone, puis m'a regardé. Ce sont eux, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Ma gorge était trop serrée pour parler. Tu veux que je réponde, a-t-elle demandé gentiment. J'ai secoué la tête. Madame Ramirez avait dit que je n'étais pas obligé de leur parler, mais je connaissais ma mère. Si je ne répondais pas, elle appellerait la police. Elle appellerait les voisins. Elle ferait un scandale, non pas parce qu'elle s'inquiétait, mais parce qu'elle ne pouvait pas me contrôler. J'ai décroché le téléphone. Ma main tremblait tellement que l'écran était flou. J'ai appuyé sur le bouton vert. Allô, ai-je chuchoté. Ava, la voix de ma mère était nette et claire.
Elle ne semblait pas paniquer. Elle ne ressemblait pas à une mère qui venait d'apprendre que son enfant mourait de faim. Elle avait l'air agacée. Elle avait le ton qu'elle prend quand un serveur lui apporte le mauvais vin. Ava, pourquoi le commissariat de police appelle-t-il mon téléphone portable à Paris? Elle n'a pas demandé, est-ce que tu vas bien? Elle n'a pas demandé, as-tu mangé? Elle a demandé pourquoi la police la dérangeait. Ai-je balbutié. La vieille habitude d'essayer de lui plaire a repris le dessus. Ce n'est pas moi qui les ai appelés. C'est Monsieur Hugues. Monsieur Hugues. Le conseiller d'orientation. Elle a poussé un soupir sec et exaspéré. J'entendais des bruits de couverts en arrière-plan. Elle était au restaurant. Pourquoi l'école est-elle mêlée à ça? Je te l'avais dit expressément, Ava. Je t'avais dit expressément que c'était un test d'indépendance. Pourquoi mêles-tu des inconnus à nos affaires? Maman, je n'avais pas de nourriture, ai-je dit, d'une voix faible. La carte n'a pas fonctionné. La carte? Elle a marqué un temps d'arrêt. Oh, pour l'amour du ciel. Tu t'es probablement trompé de code secret, ou tu aurais pu simplement attendre. Papa aurait fini par régler ça en ligne. Mais au lieu de ça, tu fais en sorte que la police nous appelle. Sais-tu à quel point c'est embarrassant? Elle s'inquiétait de l'embarras. Elle était à Paris en train de dîner et j'avais mangé des croûtes de pain, et elle s'inquiétait de faire mauvaise figure. J'avais faim, ai-je dit plus fort cette fois. Arrête de faire du mélodrame, a-t-elle rétorqué. Tu fais toujours ça. Tu transformes tout en tragédie. Nous rentrons. Nous avons dû annuler notre visite de vignoble. Papa est furieux. Nous prenons un vol de retour ce soir. J'espère que tu es contente. Je reste chez Madame Johnson, ai-je dit. Tu quoi? Sa voix est montée d'un octave. Tu es chez la voisine? Ava, rentre à la maison immédiatement. Tu ne vas pas étaler notre linge sale devant cette commère. Madame Johnson se tenait juste à côté de moi. Elle entendait la voix sortie du téléphone. Son visage est devenu rouge. Elle s'est avancée et m'a pris le téléphone des mains. Allô, a dit Madame Johnson. Sa voix n'avait plus rien de doux. Elle était dure comme de la pierre. Madame Johnson, ma mère a semblé choquée. Repassez-moi ma fille. Non, a dit Madame Johnson. Je ne le ferai pas. Votre fille est en sécurité, ce qui est plus qu'on ne pouvait en dire quand elle était dans votre maison. Elle mourait de faim, Linda. Elle ne pesait plus rien quand elle est entrée ici. Vous surréagissez, a dit ma mère. Je pouvais entendre le mépris dans sa voix. C'est une fille en pleine croissance. Elle mange constamment. Nous lui avons laissé de l'argent. Nous lui avons laissé une carte. Nous l'élevons pour qu'elle soit autonome. Vous avez laissé un enfant de 11 ans seul pendant un mois avec $20, a crié Madame Johnson. Elle ne criait jamais. Ce n'est pas de l'autonomie. C'est de la maltraitance. La police est au courant, les services sociaux le savent, et je le sais. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Le mot maltraitance est resté en suspens. Nous serons là demain, a dit ma mère d'un ton glacial. Et nous allons régler ce bazar. Ava a clairement manipulé la situation. La seule chose qu'Ava a faite, c'est de vous survivre, a dit Madame Johnson. Elle a raccroché. Elle m'a regardé. Ses mains tremblaient elles aussi à présent. Elle a posé le téléphone et s'est assise à côté de moi sur le canapé. Elle m'a serré dans ses bras avec une force qui m'a coupé le souffle. Je suis désolé que tu aies dû entendre ça, a-t-elle dit dans mes cheveux. Ça va, ai-je dit. Et c'était vrai, parce que pour la première fois, la donne avait changé. D'habitude, quand maman criait, je me sentais petite. J'avais l'impression d'avoir mal agi. Mais cette fois, en entendant sa voix se heurter à la logique de Madame Johnson, j'ai réalisé une chose immense. Elle n'était pas en colère parce que j'étais blessé. Elle était en colère parce que j'avais fait du bruit. Je n'étais pas une personne pour elle. J'étais une poupée qui devait rester sur l'étagère et sourire pendant qu'elle jouait à la mère parfaite en public, mais la poupée était descendue de l'étagère. J'ai regardé le carnet noir posé sur la table. Preuve. Ma mère rentrait pour sauver sa réputation. Elle pensait pouvoir s'en sortir par de belles paroles.
Elle pensait pouvoir sourire et expliquer que je n'étais qu'une enfant confuse et portée sur le mélodrame. Elle ne savait pas pour les photos. Elle ne savait pas pour la vidéo. Elle ne savait pas que Monsieur Hugues avait vu le réfrigérateur vide. Elle rentrait en courant pour mener un combat qu'elle avait déjà perdu. Ils viennent demain, ai-je dit à Madame Johnson. Très bien, a dit Madame Johnson en me caressant les cheveux. Qu'ils viennent. Nous les attendrons. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Le lit était doux. Les draps sentaient la lavande. Mais je n'ai pas dormi profondément. Je suis resté éveillé à planifier. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais un témoin. Et demain, j'allais témoigner. Le lendemain après-midi, ma maison avait un autre aspect. Elle n'était plus vide. Elle était pleine de monde, mais pas pour une fête. On aurait dit un poste de commandement. Madame Ramirez était là avec son supérieur, un homme sévère nommé Monsieur Clark. Monsieur Hugues était là, assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes. Madame Johnson était là, refusant de me quitter d'une semelle. Un policier se tenait près de la porte arrière, les bras croisés. Ils avaient transformé ma cuisine, l'endroit même où j'avais souffert de la faim, en salle d'audience. Sur l'îlot en granit, les preuves étaient étalées. Le carnet noir ouvert à la page où j'avais écrit sur mes vertiges. Les photos imprimées du réfrigérateur vide, le billet de 20 $ placé dans un sachet plastique transparent comme s'il s'agissait d'une arme. Le relevé téléphonique indiquant 0 appel en provenance d'Europe pendant 5 jours. Je me tenais assise sur un tabouret dans un coin. Je portais des vêtements propres que Madame Johnson avait lavés pour moi. J'avais pris un vrai petit déjeuner, des œufs, du pain grillé, des fruits. Mon esprit était vif. Le brouillard de la faim s'était dissipé. Ils sont là, a dit le policier en regardant par la fenêtre avant. Un taxi est entré dans l'allée. J'ai ressenti une pointe de peur dans la poitrine. C'était de l'instinct. Le bruit du moteur de la voiture signifiait d'ordinaire, sois parfaite, souris, cache-toi. J'ai commencé à descendre du tabouret. Reste là, Ava, a dit doucement Madame Ramirez. Elle s'est placée entre moi et le couloir. Tu n'as pas à aller vers eux. Laisse-les venir à nous. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Ava. La voix de mon père a résonné dans le couloir. C'était sa voix de papa amusant, celle qu'il utilisait quand on le regardait. Ava, ma puce, on est rentré. Il essayait de faire comme si tout était normal. Il essayait de donner le ton avant même d'avoir vu qui que ce soit. Linda, la porte n'était pas verrouillée, a-t-il dit à ma mère. Quel manque de prudence. Il faudra qu'on lui parle de la sécurité. Ils sont entrés dans la cuisine. Ils étaient bronzés. Ils avaient l'air en bonne santé et riches. Ma mère portait une écharpe en lin blanc et des lunettes de soleil. Mon père portait un polo. On aurait dit qu'il venait de descendre d'un yacht. Ils se sont arrêtés net en voyant la pièce. Ils ont vu le policier. Ils ont vu les 2 agents des services sociaux en costume. Ils ont vu Monsieur Hugues. Ils ont vu Madame Johnson leur jeter un regard noir. Et ils m'ont vu, assise dans mon coin, sans sourire, sans courir pour les embrasser. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Ma mère a retiré ses lunettes de soleil. Ses yeux balayaient la pièce. Qui sont tous ces gens dans ma maison? M et Madame Miller, a dit Madame Ramirez d'une voix calme et professionnelle. Je suis Madame Ramirez, des services de protection de l'enfance. Voici mon supérieur, Monsieur Clark, et vous connaissez l'officier Davis. Mon père a ri. C'était un rire nerveux et colérique. C'est ridicule. Nous étions en vacances. Notre fille disposait de provisions largement suffisantes. Est-ce que tout cela est à cause de l'appel de la voisine? Linda, je t'avais dit que cette voisine était fouineuse. Il a lancé un regard noir à Madame Johnson. C'est à cause du fait que votre fille a été trouvée seule, sous-alimentée et sans aucun moyen financier depuis 5 jours, a dit Madame Ramirez. Elle avait de l'argent. Ma mère a fait un pas en avant. Elle m'a pointé du doigt. Ava, dis-leur que je t'ai donné 20 $ et la carte de crédit. Où est la carte? Elle est juste là, a dit Monsieur Clark. Il a désigné la table des preuves. Nous avons vérifié les relevés bancaires, Madame Miller.
Cette carte n'a jamais été activée, et le compte qui y est associé a un solde de 0. Le visage de ma mère est devenu livide. C'est une erreur bancaire. J'avais l'intention de transférer l'argent. Nous étions occupés par les préparatifs. C'était un oubli. Et la nourriture, est intervenu Monsieur Hugues. J'ai regardé dans votre réfrigérateur, Linda. Il n'y avait rien, seulement des condiments et de l'alcool. Votre fille mangeait du pain sec. Elle s'est commandé des livraisons, a crié mon père. Je ne pouvais pas appeler, ai-je dit. Ma voix a coupé court au bruit. Tout le monde s'est arrêté et m'a regardé. Je me suis levé. Mes vertiges avaient disparu. Je ne pouvais pas appeler parce que vous m'aviez dit de ne pas être un fardeau, ai-je dit. Vous avez dit que c'était un test. Vous avez dit que si j'appelais, j'échouais. Je n'ai jamais dit ça, a menti ma mère sur le champ. Elle a regardé le policier. Elle imagine des choses. Elle est très sensible. J'ai cela en vidéo, ai-je dit. Ma mère s'est figée. Quoi? J'ai enregistré, ai-je dit. Avant que vous ne partiez, quand vous me faisiez la leçon dans le couloir. Vous avez dit de ne pas vous déranger à moins que la maison ne brûle. De nous débrouiller. Je n'avais pas réellement cette vidéo précise. Je n'avais que celle de moi seul. Mais ma mère ne le savait pas. Elle savait ce qu'elle avait dit. La peur dans ses yeux a révélé la vérité à tout le monde. Madame Ramirez a fait un pas en avant. Nous avons des preuves documentées de négligence, de mise en danger de mineurs et de violence psychologique. L'état de la maison et l'état physique dans lequel l'enfant a été trouvé sont irréfutables. Et alors? Mon père a bombé le torse. Vous allez nous mettre une amende? Très bien. Rédigez le procès-verbal. Nous avons des avocats. Maintenant, sortez de chez moi et laissez-nous élever notre fille. Il s'est dirigé vers moi. Il a tendu la main pour me saisir le bras. Viens, Ava. Va dans ta chambre. Le policier s'est interposé. Il a posé une main sur son ceinturon. Monsieur, reculez, a dit l'officier. S'il vous plaît. Le visage de mon père est devenu violet. Votre fille ne va pas dans sa chambre, a dit Madame Ramirez. Elle a pris un document sur la table. Nous avons une ordonnance de placement d'urgence signée par un juge il y a 1 heure. Ava est actuellement sous la garde de l'État. Le silence qui a suivi a été plus lourd que le bruit de la porte se refermant 5 jours plus tôt. Ma mère a laissé tomber son sac de marque par terre. Vous l'emmenez, a-t-elle chuchoté. Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Elle n'a pas demandé, est-ce qu'elle va bien? Elle n'a pas demandé, où va-t-elle aller? Elle a demandé ce que les gens allaient penser. J'ai regardé Madame Johnson. Elle m'a fait un signe de tête. Un petit signe d'encouragement. Je me suis approché de la table. J'ai pris mon carnet. J'ai tout écrit, ai-je dit à mes parents. J'ai brandi le carnet. Chaque jour, chaque repas que j'ai sauté. Chaque fois que j'ai eu la tête qui tourne. Tout est là-dedans. Mon père a regardé le carnet comme s'il s'agissait d'une bombe. Ava, pose ça, a-t-il ordonné. Sa voix tremblait. Arrête ce jeu immédiatement. Ce n'est pas un jeu, ai-je dit. Vous m'avez dit d'être indépendante, alors je le suis. Je me sauve de vous. Je leur ai tourné le dos. Je suis allé me placer à côté de Madame Ramirez. Je suis prête à partir, ai-je dit. Ma maman s'est mise à pleurer à ce moment-là, mais c'était une mise en scène. Elle s'est couvert le visage de ses mains. Mon bébé. Il me vole mon bébé. Je l'ai regardé les yeux secs. Je connaissais la différence désormais. Je savais à quoi ressemblait une véritable attention. C'était Monsieur Hugues agenouillé sur le sol et Madame Johnson m'apportant du lait chaud. Tout cela n'était que du bruit. Le policier les a escortés vers le salon pour que nous puissions partir. Je suis sorti de la cuisine. Je suis sorti de la maison. Je n'ai pas regardé les meubles blancs. Je n'ai pas regardé le lustre. Je suis sorti au grand air et je ne me suis pas retourné. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de réunions, mais c'était des réunions d'un autre genre. C'était des réunions rassurantes. Je suis resté chez Madame Johnson.
Madame Ramirez l'avait agréé pour un placement d'urgence de type familial parce que nous étions voisines et qu'elle me connaissait depuis toujours. Mes parents ont essayé de contester la décision. Ils ont engagé un avocat très cher. Ils ont essayé de faire passer Madame Johnson pour une voisine hostile qui m'avait enlevé, mais ils ne pouvaient rien contre le carnet ni contre la vidéo. L'audience au tribunal a eu lieu 3 semaines plus tard. C'était dans une petite salle dotée d'une grande table en bois. Une juge siégeait au bout. C'était une femme d'un certain âge portant des lunettes retenues par une chaîne. Je devais être présente. J'étais assise à côté d'une avocate désignée spécialement pour moi, une représentante légale à l'enfance. Elle s'appelait Sarah. Elle était gentille. Elle m'expliquait tout. Mes parents étaient de l'autre côté de la table. Ils semblaient différents. Ils n'étaient plus bronzés. Ils avaient l'air fatigués. Ma mère ne portait pas ses écharpes chic. Elle portait un tailleur gris. Elle semblait petite. La juge a lu le dossier. Elle a regardé les photos prises par Madame Ramirez. Puis elle a projeté la vidéo. La pièce est restée silencieuse pendant que ma voix sortait des haut-parleurs, c'est le 5e jour. Je suis toujours seul. Le pain a des taches vertes. J'ai observé mes parents pendant la diffusion de la vidéo. Mon père fixait la table, la mâchoire serrée. Il refusait de regarder l'écran. Ma maman regardait la juge, essayant d'établir un contact visuel, affichant un sourire triste et désolé. Elle essayait encore de charmer la juge. Lorsque la vidéo s'est terminée, la juge a retiré ses lunettes. Elle a regardé mes parents. « Et Madame Miller ?» a-t-elle dit d'une voix très calme, ce qui la rendait très impressionnante. J'ai vu de nombreux cas de négligence dans cette salle d'audience. En général, c'est dû à la pauvreté. En général, c'est parce que les parents luttent contre une addiction ou une maladie. Elle a marqué un temps d'arrêt. Vous n'avez aucune de ces excuses. Vous avez de l'argent. Vous avez des ressources. Vous ne vous en souciez tout simplement pas, nous avons commis une erreur, a dit mon père en se levant. Nous pensions qu'elle était assez mûre. Nous essayons de lui enseigner la responsabilité. La responsabilité, a rétorqué la juge. Vous avez laissé une enfant de 11 ans avec $20 pour un mois. Ce n'est pas enseigner la responsabilité. C'est de la cruauté. Elle m'a regardé. Ava, veux-tu dire quelque chose? Sarah, mon avocate, m'a touché le bras. Tu n'y es pas obligé, Ava, mais tu peux le faire si tu veux. Je me suis levé. Mes genoux tremblaient un peu, mais ma voix était ferme. J'ai regardé ma mère. Tu me disais que les actes avaient des conséquences, ai-je dit. Tu me disais cela quand je renversais du jus sur le tapis. Tu me disais cela quand j'avais un B à un contrôle. Ma mère a tressailli. Vous m'avez laissé, ai-je dit. Vous ne vous souciez pas de savoir si je mangeais. Vous ne vous souciez pas de savoir si j'avais peur. Vous ne vous en êtes soucié que lorsque les gens l'ont découvert. J'ai pris une profonde inspiration. Ce sont vos conséquences. Je me suis rassise. La juge a hoché la tête. Elle a frappé de son marteau. Je confirme le placement, a-t-elle déclaré. Ava restera sous la garde de l'État, placée chez Madame Johnson. Et Madame Miller, j'ordonne une évaluation psychologique complète pour chacun d'entre vous. Vous suivrez des cours de soutien à la parentalité, de gestion de la colère et une thérapie familiale. Vous bénéficiez d'1 heure de visite supervisée par semaine, à la discrétion de l'enfant. À la discrétion de l'enfant. Cela signifiait que je pouvais dire non. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Mais elle est à nous. Plus pour le moment, a dit la juge. Pour l'instant, elle s'appartient à elle-même, et l'État va l'aider à ce qu'il en reste ainsi. Alors que nous quittions la salle d'audience, ma mère a essayé de courir vers moi. Ava, s'il te plaît, dis-leur que tu veux rentrer à la maison. On t'achètera tout ce que tu veux. On ira à Disney World. L'officier Davis s'est interposé entre nous. Reculez, madame, a-t-il dit. Je l'ai regardée une dernière fois. Elle me proposait Disney World comme s'il s'agissait d'un pot de vin. Elle ne comprenait toujours pas. Je ne voulais pas d'attraction. Je ne voulais pas de jouets. Je voulais ne pas avoir faim. Je voulais avoir plus d'importance qu'un voyage en Europe. Je ne veux pas aller à Disney World, ai-je dit calmement.
Je veux aller chez Madame Johnson. On prépare des lasagnes ce soir. Je me suis retourné et je suis parti avec Sarah et Madame Johnson. Mes parents sont restés là, dans le couloir du tribunal. Ils avaient l'air perdus. Ils avaient tout l'argent du monde, mais ils ne pouvaient pas s'acheter une sortie de secours. Ils avaient écrit l'histoire de leur propre abandon. Je n'avais fait que la lire à haute voix. La vie chez Madame Johnson a été bizarre au début. C'était bizarre parce que c'était normal. Je n'avais pas l'habitude de la normalité. J'avais l'habitude de marcher sur des œufs. J'avais l'habitude de rester silencieuse. Chez Madame Johnson, je n'avais pas à me taire. Son mari, Monsieur Johnson, était un homme joyeux et bruyant qui regardait le baseball en criant devant la télévision. Ils avaient un chien nommé Buster qui aboyait après les écureuils. La première fois que j'ai fait tomber une assiette dans la cuisine, je me suis figé. J'ai fermé les yeux très fort en attendant les cris. J'attendais qu'on me dise que j'étais maladroite et ingrate. Oups, a dit Madame Johnson. J'ai ouvert un œil. Elle balayait les morceaux. Fais attention, ma chérie. Ne marche pas sur les débris, a-t-elle dit. Apporte-moi la pelle à poussière. Vous n'êtes pas fâché, ai-je demandé. Ma voix tremblait. Elle m'a regardé avec surprise. Fâché? C'est une assiette, Ava. Ça coûte 2 $ chez Target. Les accidents arrivent. Je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré pour une assiette cassée. Madame Johnson m'a serré dans ses bras à cet endroit même de la cuisine, en évitant soigneusement les morceaux de céramique brisés. Oh, ma chérie, a-t-elle chuchoté. Tu n'as pas besoin d'être parfaite ici. Tu as juste à être toi-même. C'était la leçon la plus difficile, simplement exister. J'ai commencé à voir une thérapeute. Elle s'appelait Dr Lewis. Elle m'a aidé à comprendre que ce qui m'était arrivé n'était pas une erreur ou un test. C'était un traumatisme. Elle m'a expliqué que mes parents étaient probablement narcissiques. Ils ne pouvaient pas me voir comme une personne, seulement comme un prolongement d'eux-mêmes. Quand j'étais sage et silencieuse, je les mettais en valeur. Quand j'avais besoin de quelque chose ou que j'avais faim, j'étais un problème. Comprendre cela m'a aidé. Cela signifiait que ce n'était pas moi qui étais défectueuse. C'était eux. J'ai continué à écrire dans mon carnet, mais j'ai barré le mot preuve sur la couverture. J'ai écrit ma vie à la place. J'ai écrit sur l'école. J'ai raconté comment Maya et moi regardions des films. J'ai écrit que Monsieur Hugues prenait de mes nouvelles tous les vendredis et me faisait un « check ». J'ai écrit sur les visites supervisées. J'ai décidé de les voir une fois, une seule. Nous nous sommes rencontrés dans les bureaux des services sociaux. Il y avait une dame assise dans le coin qui prenait des notes. Mes parents avaient apporté des cadeaux, un nouvel iPad, des vêtements chers, un collier en or. « Regarde, Ava », a dit mon père en poussant les boîtes vers moi. « Nous sommes désolés. Nous savons que nous avons fait une bêtise, mais regarde tout ça. Tu ne peux pas avoir ça chez la voisine. » J'ai regardé la pile d'objets de valeur. Cela ressemblait à un piège. « Je n'ai pas besoin d'un iPad », ai-je dit. « Bien sûr que si », a dit ma maman. Elle semblait mince et stressée. « Tu adores les jeux. Rentre à la maison, Ava. Nous avons renvoyé la femme de ménage. Nous allons prendre une gouvernante. Quelqu'un qui cuisinera pour toi tous les jours. » Je ne veux pas de gouvernante, ai-je dit. Madame Johnson m'apprend à cuisiner. Nous avons fait un ragoût hier. Ma mère a froncé le nez. Un ragoût, c'est de la nourriture de paysan. Et c'était à nouveau cela. Même maintenant, même après avoir perdu ma garde, elle jugeait la nourriture qui me maintenait en vie. C'était chaud, ai-je dit. Et nous l'avons mangé ensemble à table. Nous avons discuté. Nous pouvons discuter, a dit mon père avec désespoir. Vous parlez contre moi, ai-je dit. Vous ne me parlez pas, je me suis levé. Je ne veux pas de cadeaux. Vous pouvez les reprendre. Ava, attends, a supplié ma mère. Quand reviens-tu à la maison? La juge a dit 6 mois. Ça fait 3. Nous suivons les cours. Nous faisons tout ce qu'il demande. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. J'ai regardé l'assistante sociale. J'ai fini pour aujourd'hui.
D'accord, Ava, a-t-elle dit. Je suis sorti. J'ai laissé le collier en or sur la table. Je suis retourné chez Madame Johnson. Je l'ai aidé à désherber le jardin. J'ai eu de la terre sous les ongles. Je me sentais réel. L'échéance des 6 mois est passée. La juge m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit que je ne me sentais pas encore en sécurité avec eux. Je lui ai parlé de l'iPad. Je lui ai dit qu'ils essayaient toujours de m'acheter. La juge a prolongé le placement. Mes parents étaient furieux. Ils ont hurlé dans la salle d'audience. Ils ont donné raison à la juge. Ils ont montré à tout le monde que leur colère était plus importante que mes sentiments. Je suis resté chez Madame Johnson. J'ai eu 12 ans. Puis 13 ans. J'ai grandi. J'ai cessé d'être la petite fille effrayée du couloir. Je suis devenue une adolescente qui connaissait ses droits. Je savais que l'amour n'était pas de laisser quelqu'un seul avec $20. L'amour, c'était de rester. Cela fait 5 ans que la porte s'est refermée avec un clic. J'ai 16 ans maintenant. Je vis toujours chez Madame Johnson. Mes parents ont fini par cesser de contester la décision du tribunal. Ils ont déménagé dans un autre État. Ils envoient des chèques. Ils envoient des cartes pour mon anniversaire sans aucun message personnalisé, juste une signature. Avec tout notre amour, maman et papa. Je garde les cartes dans une boîte, mais je ne les affiche pas sur le mur. Le mur est réservé aux personnes qui restent. Je regarde parfois la vidéo sur mon téléphone. Celle du 5e jour, la fille au visage gris et aux yeux effrayés. Avant, je la détestais. Je pensais qu'elle était faible. Aujourd'hui, je l'aime. C'est elle qui m'a sauvé. C'est elle qui a pris le stylo. C'est elle qui a ouvert la porte à Monsieur Hugh. Si elle n'avait pas eu le courage d'enfreindre les règles, j'aurais pu mourir de faim dans cette grande maison blanche. Ou pire, j'aurais pu grandir pour devenir comme eux, froide, vide et obsédée par les apparences au détriment des sentiments. Je suis assise sur le porche de la maison de Madame Johnson. Je mange une pomme. Elle est croquante et sucrée. Je pense au pardon. Les gens me disent que je devrais leur pardonner. Ils disent, ce sont tes parents. On n'en a qu'une paire. Peut-être, mais j'ai appris que pardonner ne signifie pas ouvrir à nouveau la porte. On peut pardonner à quelqu'un tout en gardant la chaîne de sécurité en place. On peut pardonner au feu de nous avoir brûlés, mais on ne remet pas la main dans la flamme. Je suis protégé désormais. Non pas par l'argent, mais par la vérité. J'ouvre mon vieux carnet. Je tourne les pages jusqu'à une page blanche. J'écris. Jour 1825. Petit déjeuner. Des pancakes avec Madame Johnson. Sensation de bonheur. Localisation. À la maison. Je referme le carnet. Je vous regarde directement, maintenant. Oui, vous. Peut-être êtes-vous comme moi. Peut-être vous sentez-vous invisible dans votre propre maison. Peut-être avez-vous faim d'autre chose que de nourriture. Je veux que vous sachiez une chose. Vous avez le droit de faire du bruit. Vous avez le droit d'ouvrir la porte. Vous avez le droit de demander plus qu'un amour à $20. Si cette histoire est venue jusqu'à vous, ne la gardez pas secrète. Ne faites pas comme moi qui me cachais dans l'ombre, craignant de gâcher la réputation de quelqu'un. Gâchez-la. Si leur réputation repose sur votre silence, elle mérite d'être gâchée. Alors, s'il vous plaît, partagez cette histoire, aimez-la, transmettez-la. Parce que quelque part, en ce moment même, il y a un autre enfant debout dans un couloir, un billet froissé à la main, qui se demande s'il compte pour quelqu'un.